Cette semaine, à l'essai routier, la Nissan Leaf, une voiture purement électrique. Et c'est la première, c'est ça qui est intéressant, la première voiture purement électrique commercialisée à l'échelle mondiale. Alors, nous, on l'a ici en studio, on vous la présente aujourd'hui. On est content de ça. 3 versions disponibles, SV, SL et SL à prise rapide. Et les prix varient entre 38 et 41 000 $. Notre modèle d'essai, c'est la SL à prise de charge rapide et son prix, 41 000 $. Parlons design maintenant. Ce qui est intéressant avec la Leaf, c'est que en avant, d'habitude, je vous parle de la calandre, mais là, il n'y en a pas. Et c'est carrément ça, parce qu'on n'a pas besoin de système de refroidissement, ou très peu. D'ailleurs, on a une petite prise d'air, mais elle est vraiment à la base du pare-choc, et ça nous propose donc un design totalement différent, très aérodynamique, très arrondi et très plongeant vers l'avant, justement pour améliorer beaucoup l'efficacité au niveau de l'écoulement d'air sur la carrosserie. D'ailleurs, quand on regarde la voiture, on remarque, surtout à l'avant, les gigantesques phares. Mais en fait, ils sont jolis, ils sont surtout très distinctifs, mais ils ont une raison aussi très précise. On a voulu améliorer l'écoulement d'air le long de la carrosserie et diriger celle-ci de telle façon qu'on élimine la turbulence créée par les rétroviseurs. C'est une voiture qui a été énormément étudiée pour, justement, avoir une grande efficacité au niveau aérodynamique. Immense surface vitrée, très angulée pour, justement, épouser la forme de l'avant de la voiture. Et, entre autres, on a aussi éliminé tout ce qui peut provoquer une certaine résistance à l'air. Le seul élément qui m'accroche, par contre, ce sont les balais d'essuie-glace qui sont surdimensionnés et qui, ma foi, ne suivent pas l'esprit du design de cette voiture dans son ensemble. Donc, un design spectaculaire, mais très efficace aussi. Design latéral maintenant. À prime abord, c'est sûr qu'on a un look de voiture 4 portes avec un haillon arrière qui est plutôt conventionnel, surface vitrée plutôt claire. J'aurais aimé ça avoir un verre plus fumé que ça, donner un peu plus de look à la voiture. Le design de carrosserie comme tel, avec la ligne qui part du pare-choc avant jusque dans le pare-choc arrière, ça donne un peu de dynamique à la ligne, mais c'est plutôt conventionnel. Vous remarquerez que la petite vitre qui est à la base du pilier A, devant le rétroviseur, semble avoir été bien pensée pour la visibilité de l'intérieur, mais non, l'efficacité n'y est pas. Alors, on se demande pourquoi ils se sont forcés tant que ça pour faire ça. Les collants zéro émission dans les portières de chaque côté, c'est une option. Ça vaut 250 $ chacun. Et je pense que ça, c'est un peu superflu. L'assemblage des portières et des panneaux de carrosserie, c'est large. Ça aurait pu être beaucoup plus serré. Des voitures de production conventionnelles qui proviennent des Nord-Américains comme des Japonais ou encore des Coréens et même des Européens, c'est plus serré que ça. Alors, on a une voiture qui a été extrêmement étudiée pour avoir une grande efficacité aérodynamique, mais on n'a pas porté attention à ce détail qui, normalement, ne devrait même pas être observé. Pour le reste, un design, comme je le dis, jusqu'à l'arrière plutôt conservateur et une qualité de peinture normale. On est à l'arrière maintenant. La Leaf est une voiture électrique, donc on optimise l'efficacité aérodynamique. C'est pour ça qu'on a l'arrière, la base de la voiture qui est beaucoup bombée vers l'arrière. Donc, ça donne un look bien particulier. Il y a un angle au haillon qui est inhabituel, mais encore une fois, c'est ça. On essaie d'optimiser l'efficacité de l'auto au point de vue aérodynamique. On a intégré le becquet dans le haut du haillon et celui-ci intègre le panneau solaire et le cyclope et c'est bien pensé, c'est bien fait. L'antenne, par contre, là, est surdimensionnée. On aurait pu prendre quelque chose de plus original que ça. Les feux de position qui ont un design tout à fait inhabituel. On a ici un look très particulier. Ils sont au LED et ça nous rappelle que c'est pas une voiture conventionnelle. Même chose pour les ailes. Hein? Je vous parlais de la ligne qui partait de l'avant, qui va jusque dans l'aile arrière. Bien là, on la voit très bien finir dans le pare-choc. En terminant, le petit logo Nissan en bleu pour nous rappeler que c'est une voiture très propre. Aménagement intérieur de notre Nissan Leaf. D'abord,
bien sûr, l'accessibilité facile. Les sièges, baquets, en dessus, confortables, donnent un bon support pour les jambes, pour le dos. Ils sont assez fermes aussi. Ça, pas de problème de ce côté. Ça permet aussi d'avoir une bonne position assise et d'avoir une excellente visibilité sur tous les angles, sauf pour le pilier A qui est trop large. On y a intégré une petite vitre pour améliorer la visibilité, mais franchement, c'est pas très efficace. C'est le pilier qui est trop large. Là, il va falloir peut-être repenser le dessin de celui-ci. Le volant se prend bien en main, ajustable de multiples façons, intègre les contrôles de main libre et c'est bien fait. C'est un peu sobre, par exemple. On aurait pu faire preuve d'un peu plus d'imagination de ce côté. Les contrôles, très faciles à manipuler. Les cadrans aussi, qui sont devant le conducteur et qui sont très concentrés vers celui-ci. On a présenté ça d'une façon très originale. Moi, j'aime beaucoup. Il y a plein de couleurs. C'est digital, mais c'est très, très, très facile à lire. Là, vraiment, on sent qu'on est dans une voiture électrique. Moi, j'aime bien ça. On a des cadrans qui nous donnent des informations, ma foi, qu'on n'a jamais vues avant. On n'a pas le niveau d'essence, là. On a le niveau de la batterie comme cadran. On n'a pas la température moteur, on a la température des batteries. Et on a même un petit cadran qui vient nous stimuler à conduire de façon responsable ou en tout cas à essayer d'économiser le plus possible d'énergie. Au niveau maintenant de la présentation du tableau de bord dans son ensemble, c'est très beau. On a des formes très harmonieuses. On joue avec les niveaux de couleurs et ça permet de dynamiser le tout. Un bon choix de matériel aussi. La console centrale est dominée par la présence d'un écran tactile qui nous permet d'avoir toute l'information qu'on veut sur le rendement du système électrique. La chaîne stéréophonique est de bonne qualité, la ventilation extrêmement efficace, peu bruyante, climatisation aussi, pas de reproche de ce côté. Beaucoup d'espace de rangement, on exploite l'espace au maximum, moi je trouve ça très bien. Il y a les fameuses prises USB et auxiliaires dans la console aussi. On a un petit levier de transmission pour changer, bien sûr, si on veut s'engager vers l'avant ou vers l'arrière. Et ça, c'est très différent de ce qu'on a dans une voiture conventionnelle. Ça nous rappelle que c'est une voiture électrique très bien pensée. Belle qualité de matériaux à l'avant comme à l'arrière. En parlant de l'arrière, il y a 3 places. C'est vraiment étonnant, l'espace disponible. Le confort aussi, on a une bonne visibilité, de l'espace pour les jambes et c'est quand même assez confortable. Les éléments de sécurité, 6 coussins gonflables, ordinaires pour une voiture de 40 000 $ quand même. On aurait dû avoir 8 coussins gonflables de série. Le haillon arrière qui ouvre grand, assez haut. Ça donne un très bon accès au coffre qui est de bonne dimension, bien fini. Et là, on voit justement que c'est une voiture qui a été conçue dès le départ pour être une voiture purement électrique parce qu'on a bien placé les batteries sous les sièges avant et arrière et un peu entre la banquette et le coffre, mais quand même, c'est vraiment limité comme espace utilisé par les batteries. C'est très, très bien pensé. Et évidemment, on peut rabattre la banquette pour avoir encore plus d'espace de rangement. Fiche technique, Nissan Leaf, voiture purement électrique. Donc, lorsqu'on parle du moteur, eh bien là, c'est un moteur électrique synchrone à courant alternatif de 80 kW. Alors, c'est quand même assez impressionnant comme langage, n'est-ce pas? Pour un électricien, il n'y a rien là. Mais pour vous et moi, les communs des mortels, c'est un langage qu'on ne comprend pas beaucoup, mais il va falloir s'habituer parce que la Leaf, c'est la première d'une quantité de voitures impressionnantes qui s'en viennent, munies de l'électricité, donc de moteurs électriques seulement. L'autonomie est annoncée à 160 km. Oubliez ça. 120 km, ça semble beaucoup plus réaliste. Et je vous dirais que nous, en l'utilisant vraiment à toutes les sauces et en la poussant dans toutes les circonstances et en l'utilisant sans réserve, on a fait beaucoup plus du 80 à 100 km d'autonomie. Ça, c'est pas mal ça actuellement, avec des moyennes de température aux alentours de 10, 15 degrés Celsius. En hiver, ça va être encore plus beau. Il faut faire attention. C'est vraiment une voiture urbaine. Pour vous donner un équivalent, c'est 107 chevaux au niveau de la puissance, donc un petit 4 cylindres, là, peu performant en général. C'est à peu près la même puissance. Par contre, l'efficacité du moteur électrique, elle n'est pas du tout la même. Elle est nettement supérieure.
La batterie, c'est une batterie lithium-ion d'une capacité de 24 kWh. Et c'est 192 cellules qui composent la batterie qui se situe sous les bancs, à l'avant, à l'arrière et dans le plancher. C'est une batterie qui est garantie 8 ans ou 160 000 km. Nous, on croit que ça va être plus que ça éventuellement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'évidemment, c'est tout le système de charge qu'on peut avoir avec l'auto. De série, on nous amène un câble qu'on peut brancher dans le 110. On prend une prise de courant conventionnelle chez nous, là. Au lieu de brancher une lampe, on branche l'auto sur le mur, puis la batterie se recharge. Mais attention, c'est entre 12 et 16 heures pour recharger une batterie. Honnêtement, là, nous, on le savait, là, mais c'est pas pratique. Ça n'a pas de bon sens. Ça marche pas. Moi, je vous dirais que si ça vous intéresse, une voiture électrique, prenez l'option du 220 volts. Donc, c'est un câble spécial. Vous allez payer 1 000 $ de plus pour avoir ce câble-là. Mais là, ça coupe le temps de charge en deux. Et là, ça devient beaucoup plus pratique. Je vais vous dire pourquoi. Rapidement, c'est que si vous avez 6 heures de charge à peu près que ça prend au maximum lorsqu'on a du 220, ça veut dire qu'en dedans d'une heure ou deux, quand vous êtes pressé, avec du 220, vous pouvez recharger pas mal la batterie puis vous redonner une autre autonomie de 20, 40, voire même 50 km. Alors, de là, je pense que c'est beaucoup plus logique d'avoir un câble qui coûte plus cher, mais qui permet de diminuer de moitié le temps de charge. Là, on peut faire des compromis rendus là. Et on apprécie beaucoup plus la voiture. Puis il y a toujours ce fameux système de charge ultra rapide dont notre voiture est munie, mais qui n'est pas encore disponible de toute façon, mais qui va permettre éventuellement de recharger la batterie entre 20 et 30 minutes au complet. Bien, à 80 %. Alors, quand même. Émissions polluantes, zéro. J'aime donc ça quand je dis ça. Transmission très simpliste. Avec un seul rapport, c'est un réducteur, là, avec un seul rapport, pas compliqué. C'est une traction. La suspension est indépendante à l'avant, essieu rigide arrière, des freins à disque ventilés aux 4 roues comme sur la plupart des autos maintenant, mais les autres sont ventilés aux 4 roues quand même. Et les roues, 16 pouces. 0-100 km/h maintenant avec notre Leaf, muni de moteur électrique. On s'élance. On sent la particularité de la puissance d'un moteur électrique. Donc, beaucoup de coupe dès le départ. Et après ça, c'est très linéaire. Absence de bruit total, aucune vibration. Belle exploitation de la puissance disponible. D'ailleurs, donc, des batteries qui donnent beaucoup de jus, beaucoup d'énergie à ce moteur électrique. Ça permet des temps d'accélération quand même impressionnant à 10,4 secondes. C'est aussi bon que l'ensemble des compacts du marché munis d'une génération de moteurs beaucoup plus archaïque. Donc, vraiment une technologie très efficace. 100 km/h zéro, on va voir si l'efficacité des freins est aussi bonne que l'efficacité du moteur pour l'accélération. Donc, il faut immobiliser la voiture dans une distance raisonnable. Allons-y. Ça sautille, mais ça freine en ligne droite. C'est le sautillement du train avant qui provoque justement ces vibrations-là. La distance de freinage est correcte. À 35 mètres, ça va. On est peut-être d'1 mètre plus long que la concurrence, mais c'est quand même acceptable. On a quand même un poids de batterie élevé ici. Et ma foi, je vous dirais que ce que j'aime le moins, c'est vraiment cette sensation du sautillement du train avant qui fait que ça provoque un peu de vibration. J'ai hâte de voir maintenant, lorsqu'on va faire un test sur une surface très glissante, à quel point ça va affecter la distance. Slalom maintenant. Quand même, avec une voiture électrique. Spéciale. Aucune résistance dans la conduite, c'est super bien. Et bon, il y a un petit peu ici de roulis, un petit peu de tangage, mais pas plus que la concurrence dans la même catégorie toujours. Et vraiment, c'est une automobile qui est quand même passablement neutre et qui donne des performances, ma foi, étonnantes. Et ce qui m'impressionne le plus, surtout, c'est le fait qu'on n'a pas la sensation d'une voiture hybride qui a souvent des batteries plus vers l'arrière du véhicule. Là, vraiment, on n'a pas cette sensation-là. C'est une voiture qui se comporte
dans l'ensemble comme une compacte conventionnelle. Et ça, c'est le grand mérite de Nissan. On a un comportement routier stable, une voiture prévisible, qui ne roule pas plus et qui ne tangue pas plus que la concurrence, qui propose, en passant, des technologies pas mal plus archaïques. 100 km/h zéro maintenant sur une surface très glissante. Il pleut aujourd'hui, donc on va voir si surtout le train sautille autant que ce qu'on a expérimenté sur la piste. Évidemment, ça peut avoir une incidence sur la distance de freinage. Alors, très stable, ça sautille moins, distance de freinage raisonnable et surtout, le véhicule reste en ligne droite. La pédale de frein sautille énormément, mais on sent pas ça comme insécurisant, là. Elle ne devient pas dure à outrance et ça, c'est très bien. On est sur la route maintenant avec notre Nissan Leaf. C'est sûr que je ne ferai pas les mêmes commentaires que je fais habituellement parce que là, on parle d'une voiture électrique. On est dans une pente descendante, une côte très forte d'ailleurs, et ça nous permet de vivre l'expérience pleinement de la voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine recharge actuellement. Au début, en haut de la côte, j'étais aux environs de 71 km d'autonomie. J'en ai maintenant 75 et certainement que rendu en bas de la côte, je vais avoir quelque chose comme 80 km d'autonomie. Ça, c'est formidable parce que ça nous sensibilise justement au fait qu'il faut conduire intelligemment une voiture électrique. Il ne faut pas juste la conduire par réflexe comme on fait avec une voiture conventionnelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence dedans. Parce que, justement, il n'y a pas des stations de service là, pour recharger la batterie à tous les coins de rue. Même si on a quand même un bon rayon d'autonomie, là. Mais c'est vraiment l'interaction entre la voiture et le conducteur qui est très particulière. Et c'est une expérience que je ne vis pas habituellement avec une automobile, même avec une voiture hybride. Oui, on est sensible à ce qui se passe, mais pas mal moins qu'avec une voiture électrique. L'autre élément qui est intéressant, c'est que cette voiture-là, elle se conduit sur la route comme une voiture conventionnelle, un peu comme on a vécu sur la piste. Donc, la conduite, les freins, la suspension, le comportement routier, les accélérations, les freinages, c'est carrément la même affaire, sauf que on ne pollue pas et c'est sans bruit. C'est pas compliqué. On n'entend absolument rien, sauf un petit sifflement d'air qui est tout à fait normal et un petit sifflement très subtil du rouage d'entraînement, d'ailleurs, que j'imagine qui sera corrigé dans les prochaines générations de voitures parce que lorsque la radio n'est pas allumée, on entend un petit sifflement, puis ça peut peut-être être fatigant à la longue. Mais pour le reste, c'est une automobile qui est très, très confortable, très agréable à conduire et c'est une expérience formidable parce qu'encore une fois, on n'utilise aucun carburant et on n'émet aucun polluant. Conclusion maintenant de notre essai routier de la semaine, la Nissan Leaf qui nous a impressionnés au niveau de la présentation. C'est pas une voiture là, révolutionnaire dans son design extérieur, mais quand même, on dénote des choses particulières qu'on ne voyait pas sur des voitures de production avant, comme par exemple l'absence de calandre à l'avant, les phares surdimensionnés pour avoir un effet aérodynamique particulier. Quand même, il faut le souligner. Et bien entendu, l'aménagement intérieur très original. Donc, de ce côté, on a énormément apprécié. Maintenant, sur la piste, bien là, ça a été vraiment une surprise totale au niveau des performances de la voiture. Vraiment une automobile très agréable en accélération, en freinage, en conduite sportive, sur la route. C'est vraiment une automobile extrêmement bien pensée. On voit qu'ils ont pris du temps pour la développer, mais elle arrive à point sur le marché. C'est une automobile qui est prête. On sent pas que c'est une auto qui a été lancée trop rapidement. Vraiment, c'est une auto qui a beaucoup de caractère et qui a de la puissance à souhait. Je vous invite à l'essayer. Vous allez voir, c'est toute une expérience. Donc, bravo à Nissan de ce côté. Et à l'inspection mécanique,
Vraiment, encore une fois, une qualité de fabrication qui a été pensée en fonction de la durabilité. Parce qu'on sait très bien que le constructeur joue beaucoup de sa réputation en lançant une telle technologie dans une automobile. Alors, de ce côté, c'est remarquable. D'ailleurs, on dit que cette année, c'est une des voitures les plus exclusives qu'on a eues à l'émission et c'est avec un très grand plaisir qu'on vous dit, si ça vous tente, essayez d'en avoir une.